Bonjour. Sortir du déni lorsqu'on est dans une relation toxique pour pouvoir y mettre fin. Lorsqu'on en est sorti, du moins on le pense, pour vraiment que ce soit définitif. Pourquoi est-on dans le déni? Alors la relation toxique dont on parle, quelle est la relation avec le pervers narcissique, ce trouble mental qu'on ne trouve pas partout, il n'y a pas des pervers narcissiques à tout coin de rue, il y a des narcissiques, effectivement, avec un véritable ego très fort, qui se nourrissent du mépris qu'ils ont pour les autres, de l'adulation des autres, et qui ne leur donnent pas d'importance. La perversion narcissique, c'est plus grave, c'est une maladie mentale, c'est une forme de psychose, on n'en sort pas. Et c'est beaucoup plus dangereux parce que comme la personne n'a aucune conscience du bien, du mal, d'elle-même et de l'autre, ce qu'elle peut faire, elle ne s'en rendra jamais compte, elle ne se rendra pas compte à quel point elle peut emmener l'autre loin, voire jusqu'à sa propre mort. Le narcissiste, lui, non, il n'a pas besoin de ça, il passera à une autre victime dès qu'il aura écrasé la première, ça ne l'intéresse pas. Alors, ce déni, on le voit, on devrait le voir dès les premiers signes. Vous savez, cette petite alarme dans votre tête qui vous dit non, cette personne-là, c'est pas pour moi. Alors souvent, je vais dire il, c'est il, elle, yel, c'est neutre. Voilà, c'est la personne atteinte de perversion narcissique. Non, c'est pas pour moi, non. Oh là là, ça c'est quelqu'un qui manipule. Ou ça va pas, ou je sens pas, il y a un truc, ce comportement est bizarre. Et puis ça, bizarrement, on l'oublie, on le met sous le tapis, ou on passe au-dessus parce que la personne redevient aimable, charmante, agréable, etc. Qu'à nouveau nous donne de la place, qu'à nouveau elle nous exprime que nous sommes quelqu'un d'important, ce qu'on ne pense bien sûr pas, sinon on ne finirait pas victime, que l'on est quelqu'un d'important, qu'on est la personne la plus importante de sa vie, qu'elle n'a jamais rencontré tout cela. Et effectivement, la victime n'a jamais rencontré un tel amour, une telle reconnaissance. Alors c'est ou amour, reconnaissance, parce qu'on les trouve aussi en amitié dans les relations sociales, de travail, etc. Dans le travail, ils viennent vous demander des conseils, vous admirent, nanana. En amour, vous connaissez cette romance qu'on appelle le love bombing, qui est une cour assidue, comme on disait. C'est la cour assidue. Ça exprime bien des choses aussi. J'ai rien contre l'anglicisme, mais des consultants, des personnes qui écoutent, qui ont. Donc, cours assidu, ne vous lâche pas, il vous colle. On oublie ça, et puis un beau jour, bien sûr, les choses changent, quand PN a compris que jamais il ne pourrait obtenir d'absorber ces qualités qui vous rendent vivant, qui font que vous êtes cette personne qu'il a remarqué, admirée, la plupart du temps, à laquelle il a voulu vraiment ressembler comme le caméléon pour apprendre comment être cette personne, comment paraître, avoir ces qualités. Ou rarement, mais ça arrive parce qu'il est dans une crise où il a besoin de se ressentir exister, mais qu'il est dans une rage. Donc là, il tombe sur une victime qui a toujours été écrasée, qui est une victime qui ne connaît que la souffrance et qui donc va trouver sa normalité dans cette relation souffrante dès le départ. Ça, c'est un cas de figure plus particulier, mais qui est existant. Et donc, on commence à avoir des signes, on commence à se poser des questions. Et comment se pose des questions? On en pose, bien sûr. Et les réponses, vous renvoient dans votre coin, c'est de votre faute, c'est vous, c'est... Et puis, étrangement, on accepte. De voir l'autre vous interroger, on s'interroge sur est-ce que c'est moi, peut-être il a raison, parce qu'on est attaché à ce que la personne nous a offert au départ, nous a présenté au départ. Vous savez, c'est un restaurant avec une carte magnifique, l'aventure est magnifique, la salle est magnifique, le plat qu'on vous propose en photo en plus avec, est superbe, la personne qui vous en parle, mais waouh, vous n'avez qu'une envie, c'est de goûter, puis vous y arrivez un truc, pas terrible, pas terrible du tout, pas de déco. J'ai peut-être mal compris, il y a une déco, mais je pensais que c'était plus beau, c'était peut-être pas la bonne photo, je sais pas, je vais écouter, ils ont peut-être raté quelque chose, ça arrive. C'est le même principe avec le pervers narcissique. Même principe, on pense la même chose.
Et ça continue, ça continue. Là, déjà, on est dans une forme de déni. Parce qu'on nous a parlé de quelque chose de tellement beau. On va prendre l'exemple du restaurant. On vous a parlé de quelque chose de tellement beau, vous vous sentez quand même mal. C'est tellement pas possible qu'avec cette décoration, ce nom, ces étoiles partout, alors qu'on vous promet monts et merveilles, on vous sert un plat même pas digne de la cantine du collège, hein. À l'époque où les cantines de collège étaient bien pires que celles qui sont maintenant, on n'ose pas, parce qu'on n'est pas une personne qui ose, sinon, pervers narcissique ne serait pas venu vers vous. On n'ose pas, on est mal à pas oser, on est mal à pas s'exprimer, mais on a l'habitude de prendre sur soi, de refermer les épaules, de rentrer la tête dans les épaules et de ne rien dire. On est dans le premier déni, mais c'est le déni de soi. Et petit à petit, ça continue, ça continue. Et les autres commencent à vous en parler parfois. Oh non, non, tout va bien, non, non, il est charmant, non, non, ça va très bien. C'est le même principe que les femmes battues qui arrivent au travail ou chez le commerçant avec leur marque, leur bleu et qui disent qu'elles sont tombées et que non, non, ça va bien et qu'elles se sont brûlées ou elles sont dans le déni. Le déni, c'est une protection. C'est vraiment notre cerveau nous protège. On a du mal à accepter quelque chose qui nous stresse, qui nous accable en l'occurrence. La relation avec PN est accablante. On a du mal à accepter que la personne qu'on avait connue, qui était tellement correspondante à notre rêve, à notre espoir, à ce qu'on aurait toujours voulu connaître, et il faut revenir bien longtemps avant dans notre enfance, dans notre inconscient, qu'on ne peut pas accepter qu'elle ne le soit pas et que ça change. Cette personne-là que j'ai connue ne peut pas être cette personne-là que je vois. C'est pas possible. Parce que mon rêve va s'écrouler. Parce que je n'aurai donc jamais personne qui me reconnaîtra. C'est pas possible. La personne en face de vous représente tellement ce que vous auriez souhaité inconsciemment avoir dès votre plus jeune âge et que vous n'avez pas eu, que votre cerveau ne veut pas, par peur de la souffrance que ça va induire, vous ne voulez pas le voir. Alors vous souffrez, avec l'impression que ce sera moins de souffrant, si vous acceptez. Bien sûr, c'est pas dans votre cerveau là tout de suite, bien que ça viendra un jour. Alors vous passerez dans l'autre déni, le déni de ce qui se passe à un moment, le déni de vous dire que non, c'est pas possible, peut pas être cette personne charmante, c'est un monstre. J'ai un monstre inhumain en face de moi, quelqu'un qui n'a rien à faire de me faire souffrir, quelqu'un qui me méprise, quelqu'un qui ne prend absolument pas attention à mes besoins physiques autant que psychiques. C'est pas vrai ça. Là, à ce moment-là, on va trouver des excuses à l'autre. On va trouver des excuses dans son enfance, dans son vécu. Et je pense à une consultante qui, si elle écoute, se reconnaîtra, parce que c'est pour elle que je le fais aussi. C'est par elle, c'est toujours par vous, les consultants, que viennent les webinaires. Ce qui lui est arrivé, c'est pas lui. Il n'est pas méchant, il est gentil. Non, 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 non. Et dans ce cas-là, il n'a pas porté atteinte à d'autres personnes. Il n'a pas fait de mal à d'autres femmes. Par exemple, son ex-femme. Non, il n'a pas pu être méchant avec son ex-femme. Il me l'a dit, celle qui était infernale. Non, non, mais je sais, il est d'accord, il est particulier, d'accord. Oui, mais le mais qui excuse, le mais du déni. Ouais, d'accord, mais comment sortir de ce déni? Pour regarder une situation, il faut changer de colline. Il faut regarder ça de l'extérieur. Vous avez une amie, vous imaginez une amie qui a la même histoire que vous, le même personnage que vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cette amie? Est-ce que vous direz, ah oui, t'as raison, oui, non, oui, il ne peut pas être méchant? Ou est-ce que vous allez lui dire, non, mais attends, là, ton raisonnement, il est faux, regarde. Il l'a fait une fois, il l'a fait 2 fois, il l'a fait 3 fois, maintenant c'est toi, donc après ça sera quelqu'un d'autre, il faut que tu te rendes à la raison. Ce qui ne vous permettra pas toujours de vous rendre à la raison, mais elle a une chance de. Par contre, si vous regardez les choses, non par les sentiments, en mettant juste sur le papier, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Je ne pense pas que les autres ont dit qu'il a fait ça, ça je m'en occupe pas. Je sais juste qu'il a fait ça. C'est pour ça qu'il a des problèmes, il a fait ça. Il a été dénoncé, par exemple, pour avoir fait ça.
Il faut sortir de son histoire personnelle. Il faut voir des faits, comme si vous lisiez dans le journal, dans un rapport. Ce sont des faits. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que cette personne a pu faire comme mal à d'autres, à vous, à n'importe qui? Voilà, de quoi il est capable, de quoi il n'est pas capable. Et stop, on s'arrête là. On se contente de ça. Dès que notre tête part en se disant « Ah oui, mais stop !» Stop, 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 ma tête se stoppe, je ne pense qu'à ça. Il n'est pas beau le tableau. Hein. Il n'est vraiment pas beau le tableau. Mais alors pourquoi est-ce que je ne veux pas le voir? Parce que c'est un peu ce qu'on a appelé le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est une très vieille histoire de prise d'otages. Et les otages sont restés prisonniers un certain temps. Et dans les otages, il y avait une jeune femme, une héritière un peu célèbre, donc on en a entendu parler, qui, petit à petit, avec ses camarades, ont commencé à défendre les preneurs d'otages qui menaçaient leur vie. Bien sûr, avec la police dehors, ils étaient bloqués dans le lieu, et c'était leur vie, la monnaie d'échange. Être otage, c'est que sa vie soit considérée comme une éventuelle monnaie d'échange. Point. Donc c'est quand même une des situations les plus horribles qui puissent arriver. Votre vie, elle ne tient qu'à un fil, au bout du canon ou avec la grenade de celui qui est à côté de vous là. Mais vous passez un temps fou avec ces gens 24 heures sur 24 pendant des jours. Eh bien, il s'est passé qu'à un moment, comme avec tout bourreau, le stress subi, les contraintes subies, la souffrance subie par la peur aussi, qui a envahi les victimes, les otages, a fait que leur cerveau a quelque part vrillé et qu'ils ont commencé à avoir besoin de voir leurs ennemis, leurs bourreaux, comme des amis. Ça rassure. Ça permet de supporter. Et à la sortie, ils ont défendu les preneurs d'otages en disant que c'était dehors, c'est la police, la société, tout ce qu'on veut, etc., qui étaient coupables et responsables. Alors, en dehors de toute pensée politique qu'on peut avoir, parce que là, on parlait de politique, avant, après, on peut toujours changer, mais là, ça a forcé les spécialistes du monde entier à réfléchir tout d'un coup, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça que vos amis vous disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle lui donne raison, mais elle le défend tout le temps, mais elle reste avec, mais pourquoi elle ou il reste avec? Parce que les hommes aussi sont pris par ce piège. Hein. Je vous dis il, elle, yel. Il n'y a pas de genre qui échappe. Pourquoi? Eh bien voilà. Ça étonne les autres en dehors, mais ils ne voient pas qu'à l'intérieur, il y a un face-à-face, il y a un huis clos. Vous êtes en huis clos avec votre bourreau. Est-ce que c'est amadouer son bourreau? Non, c'est le voir autrement que ce qu'il est pour ne pas s'effondrer psychiquement, pour tenir, parce qu'on a l'impression d'affronter la folie, tout simplement. Parce que se sentir mal, en danger quelque part permanent, se sentir non considéré, si vous êtes otage, vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un objet qui sert à une transaction et qu'on peut éliminer, on peut toujours tuer un otage pour montrer qu'on est déterminé. Votre valeur n'existe plus du tout, vous n'êtes plus rien. Face à une personne perverse narcissique, vous avez de toute façon un doute sur votre valeur, vous la sous-estimez, bien sûr, depuis très longtemps. Et là, eh ben, il est plus facile de penser qu'elle ne vaut rien, parce que l'autre vous en a persuadé. C'est horriblement douloureux. Donc, syndrome de Stockholm, pour pouvoir traverser, parce que quelque part, on espère toujours revoir cet arc-en-ciel qu'on a vu au début, pour traverser, on donne des excuses à son bourreau. En sortir, c'est cesser de donner des excuses au bourreau. C'est se dire, secoue-toi, sors, prends ton temps, sors seul, va quelque part, quand tu peux, trouver un moment de solitude, quitte à s'enfermer dans les toilettes sous les prétextes divers si votre bourreau ne vous laisse pas sortir, et pose-toi. Dans quoi es-tu? C'est un mauvais film, c'est un cauchemar. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que ma vie fait là?
Il y a une porte de sortie là et je ne la prends pas. Le bourreau ne peut pas le voir parce qu'il ne pense pas que j'oserais sortir, donc il n'a pas fermé cette porte et je peux m'enfuir. Ça a sauvé des gens dans les prises d'otages. Si on prend le terrible Bataclan, ce drame qui marque encore nos mémoires, il y a eu des portes de sortie qui ont permis à des gens de se sauver. Il y en a qui ont été tués, il y en a qui n'ont pas pu se sauver parce qu'ils étaient sidérés, qui trop souvent sont morts. Mais que vous propose PN à part une mort psychique? Il détruit votre cerveau petit à petit. Et oui, vous en êtes conscient. Et vous avez une porte de sortie, je ne la vois pas. Il y en a une. Allez porter plainte. Violence psychologique, mauvais traitement si c'est le cas. Vous enfuir de toute façon. Ou lui fermer la porte définitivement de toute façon avec ses affaires dehors. La seule chose qui arrêtera le PN, c'est de vous voir en face, non pas terrorisé, mais ferme, juste ferme. Là, c'est trop. Là, je m'en vais. Si on se dresse devant ce bourreau, alors je ne dis pas que c'est la même chose dans le cas de la prise d'otage, mais il est arrivé que des preneurs d'otages face à quelqu'un de très ferme, lâchent, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Mais on n'est pas dans une prise d'otage avec une arme, on est devant quelqu'un qui vous détruit le cerveau, tout doucement, tranquillement, qui peut s'en prendre aussi à vous physiquement. Et dans ce cas-là, c'est pas pareil. Donc si tout d'un coup, cette personne, ce bourreau vous voit ferme, dire « stop, c'est terminé », comme si vous étiez un parent face à un enfant qui fait des colères à répétition, et cette fois-ci c'est trop, alors ça s'arrête. Vous dites stop au déni, vous dites stop au syndrome de Stockholm, et ça s'arrête. Et on n'y croit pas, parce que cette personne en face de vous a une telle puissance. Bien sûr, elle a la puissance de vous faire rire, de vous faire souffrir, de vous faire devenir dingue, de vous faire, pardonnez-moi l'expression, péter un câble, comme on dit, partir en crise de nerfs, pleurer, être effrayé. Elle a pour vous tous les pouvoirs. Elle a les pouvoirs de ce sale gosse dans la cour d'école, sale gosse qui en réalité est un enfant certainement battu chez lui aussi, mais qui dans la cour d'école impose aux autres sa tyrannie. Or c'est un enfant. Et le PN, dans son fonctionnement social, c'est un sale gosse, mais dans sa tête c'est un enfant. Il n'y a que son cerveau qui fonctionne comme celui d'un adulte. Si vous vous dressez en face du PN en étant adulte, sans s'énerver surtout, comme le ferait l'instituteur ou le parent. Bon, maintenant, ça suffit. Je suis ferme, je ne m'énerve pas, parce que quand je m'énerve, tu sais que tu as provoqué quelque chose en moi, donc tu peux y aller. Non, tu ne provoques plus rien, ça suffit. Je fais ceci ou je fais cela, et bien vous allez voir un enfant en face qui va en devenir tout gentil, il va dire mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. On s'en moque du mais non, mais non. C'est mieux quand on a pu se séparer avant et qu'on peut le faire à distance, ça c'est sûr. Mais on peut aussi le faire en face à face. Une personne PN perd ses moyens face à l'indifférence. Le mépris la rend folle de rage parce que justement cette personne, contrairement au narcissiste, le pervers narcissique, lui, a une estime à 0, 0, 0 absolue de lui. Il se sent l'être le plus nul, le plus monstrueux, le plus vide de la terre. Il ne veut surtout pas qu'on le voie. Donc, si vous y allez avec le mépris, vous tapez dans sa blessure, et là vous faites exploser le volcan, et il est très dangereux. Et je mesure mes mots, dangereux. Dangereux aussi bien pour votre vie. Parce que là, il ne sait plus ce qu'il fait. Alors que si vous êtes dans l'indifférence, ah oui, ah bon, ouais, peut-être. C'est ce que je dis toujours, hein, la réponse est ouais, c'est quoi ça encore hein, qu'est-ce que c'est ça c'est pas de la nourriture hein ah bon, ouais, peut-être. Puis bon. Et puis vous passez à autre chose. Vous vous éloignez, vous partez. Si c'est votre assiette, vous prenez votre assiette, vous la posez, hein, comme si vous pensez que oui, peut-être ça se mange pas, pourquoi pas. Puis vous sortez de la pièce tranquillement. Mais alors vraiment, comme si vous avez l'esprit ailleurs, est-ce que vous avez dit n'avait pas d'importance, restez pas tranquillement manger en face, on ne sait jamais. Parce qu'il peut essayer de provoquer votre rage et ça peut marcher. Donc vous ne permettez pas de provoquer, vous partez sur l'indifférence.
vous obtenez la cessation immédiate de ce comportement supérieur, méprisant, invalidant du PN. Vous retrouvez le petit mouton. Alors vous vous arrêtez pas au mouton et vous continuez votre chemin. Et quand vous voyez ça devant vous, eh bien vous sortez du déni. Le choc est tellement fort et tout d'un coup vous découvrez un outil pour ne plus subir, miracle, que vous sortez du déni et que donc vous pouvez sortir du syndrome de Stockholm. C'est bien d'être accompagné pour arriver à ce chemin. C'est bien pour ça que cette chaîne est là, parce que ça, c'est pour aider les gens à comprendre, à en sortir. C'est bien d'être accompagné parce qu'on a ce regard neutre du thérapeute en face, neutre mais soutenant, qui vous aide à comprendre où vous repartez en arrière, qui vous aide à savoir comment réagir, comment faire, comment gérer l'avant, l'après, les enfants, etc. C'est mieux, bien sûr. Mais de toute façon, sachez qu'on peut en sortir et qu'on doit en sortir. Parce que se retrouver dans le statut de la victime de Stockholm, avec l'arme, les grenades et tout ce qu'on veut, des preneurs d'otages en face, non. Ce n'est pas humain et on ne peut pas tenir humainement. On n'a qu'une vie, paraît-il. On a une vie et on se doit de la vivre. Mais pas de la vivre à moitié. On doit comprendre, et c'est là que c'est bien d'être accompagné, qu'on a une importance, qu'on existe, qu'on est, et qu'on a de la valeur. Sortir du déni, mettre fin au syndrome de Stockholm, se rendre compte en ouvrant les yeux à l'extérieur comme le prisonnier qui sort et qui sent la chaleur du soleil alors que sa geôle était froide. Oui, le soleil existe, oui, la vie existe, oui, les autres peuvent me donner l'importance que j'ai et la valeur que j'ai. Et après, plus jamais je ne tomberai dans ce piège. Voilà. Il faut y croire parce que c'est vrai. On y arrive. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va réinsuffler le chemin de l'espoir, parce que l'espoir, c'est ce qui nous permet d'avancer. On n'avance pas sans croire en rien. On avance parce qu'on croit en quelque chose. Que ce soit dans une essence divine, que ce soit dans un chemin plus beau, que ce soit... Mais il faut que ça vienne de soi à soi aussi. Hein. Croire en l'autre, attention. On a trop tendance à croire en l'autre. Et ça demande du temps de croire en l'autre. Ça demande de le découvrir, ça demande de le connaître. Ça ne demande surtout pas d'être subjugué en un instant par une personnalité qui arrive sur vous, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, ou alors vous le connaissez depuis très longtemps, mais de loin vous l'avez perdu de vue, et qui tout d'un coup vous voit comme la 8e merveille du monde. Stop. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez une question, vous pouvez mettre en commentaire, bien sûr. Vous pouvez aussi envoyer un mail à l'email qui est affiché, liberted@gmail.com, ça viendra à moi, je vous répondrai. Et si vous préférez une consultation, c'est la même adresse mail. Si vous voulez qu'on fasse un travail ensemble, je le ferai volontiers avec vous, et c'est la même adresse mail aussi pour qu'on en parle. Prenez soin de vous, découvrez-vous, voyez-vous, ne vous niez plus, ne vous dévalorisez plus. Votre valeur est là. Vous savez, c'est comme la rose. On n'en voit que le bouton, on ne sait pas quelle couleur elle aura et on découvre que cette rose a des couleurs merveilleuses et qu'elle sent extrêmement bon. Vous êtes cette rose et elle ne fane pas en une journée. Elle dure toute une vie, une fois qu'elle s'est ouverte. Plein de lumière à vous. À bientôt. Au revoir.